va commencer ça. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de présenter ce projet-là. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu les capsules déjà à l'avance, c'est un projet de web-série qui avait pour but, en fait, à la base, d'être diffusé aux Forges de Montréal, mais à cause de la COVID, on s'est réinventé. Donc, le but, c'était vraiment de sensibiliser le public aux métiers d'art québécois, à leur lien avec le forgeron, mais aussi aux enjeux sociétaux, donc l'environnement, la sociologie, les liens entre les communautés, l'économie même. Donc, les 7 capsules abordent vraiment ces sujets-là autour des artisans. Donc, c'est vraiment une fierté pour nous de vous présenter ça. On est super contents que tout le monde soit là. Puis, je tiens à dire que ce projet-là n'aurait pas été possible sans l'aide financière de la Ville de Montréal. Donc, j'aimerais laisser la parole de début, en fait, à Anne-Marie Sigouin, qui est conseillère de ville et qui est aussi présidente de la commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports. Donc, Anne-Marie nous supporte depuis plusieurs années et elle a toujours été à nos côtés à nous soutenir et à participer justement à nos grands événements comme celui-ci. Donc, je tiens à la laisser faire le discours d'ouverture de cet événement. Donc, Anne-Marie, si tu veux débuter, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Maya. Je ne vous assommerai pas avec un grand discours. Là, on veut rapidement se rendre vers le visionnement du webinaire. Alors, ça me fait un grand plaisir d'avoir été invitée à dire ce petit mot d'introduction. Alors, mes salutations à tous. Maya l'a mentionné, le projet est rendu possible grâce au financement de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, donc qui est convenu entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec année après année. C'est digne de mention. Mais sinon, le projet, je pense que le projet s'inscrit dans une espèce dans ce que je vois comme étant un cercle vertueux dans lequel les Forges de Montréal sont inscrites depuis de nombreuses années déjà. Plus de 20 ans qu'ils occupent l'ancienne station de pompage Riverside et qui contribuent à faire en sorte que ce bâtiment-là continue d'être en bon état. On peut comparer la situation inverse avec la station Craig à l'autre bout de la ville qui est dans un état de délabrement avancé parce qu'elle a été inoccupée pendant toutes ces années. Alors, un cercle vertueux parce que pour les forges, la mission, c'est de réactualiser un métier d'art traditionnel qui est celui de la forge, mais comme on va le voir avec le webinaire ce soir, que ce soit la forge traditionnelle, la taille de pierre, la fabrication d'outils pour l'agriculture urbaine d'aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur ces savoir-faire-là qui nous ont été transmis des générations qui nous précèdent pour agir de façon concrète à préserver la qualité de vie pour les générations futures. Alors, c'est vraiment quelque chose que je trouve personnellement hyper important et auquel je pense qu'il faut tout mettre ce qu'on peut, les efforts qu'on peut pour pérenniser cette mission-là. Alors voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Très hâte aux échanges et au visionnement de ces capsules. Alors, une très belle soirée à tous. Merci Anne-Marie. Je sais que Mathieu Colette, le fondateur des Forges de Montréal, voulait aussi vous dire un mot. Donc, Mathieu, si tu veux parler, je vais réactiver ton micro. Mathieu, on ne t'entend pas. Il faudrait que tu réactives ton micro. Je crois que je t'ai envoyé une petite demande pour le réactiver. Super. Vous m'entendez? Oui, merci. Parfait. Alors, merci beaucoup pour tes beaux et bons mots, Anne-Marie. Alors, j'aimerais remercier l'équipe de tournage, donc Serge Bertrand, réalisateur et producteur des capsules, Benjamin Cadieux à la prise de son, Maya Labricolette, direction du projet et assistante à la réalisation, la Ville de Montréal pour le financement du projet des capsules, ainsi que le gouvernement du Québec pour le financement des capsules. Un remerciement très particulier à Anne-Marie Sigouin, présidente de la commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports, conseillère de ville, Sud-Ouest et Ville-Marie,
Un remerciement de sa présence et plus spécifiquement pour son soutien constant depuis les 6 dernières années. Naturellement, j'aimerais aussi remercier tout le public d'être là, intéressé. Et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à qui que vous voulez à la fin du tournage, ainsi qu'à Anne-Marie Sigouin. Je vous souhaite un bon visionnement. Je repasse la parole à Maya. Merci Mathieu. Donc, comme il l'a dit, n'hésitez pas à poser des questions. C'est sûr qu'on va commencer par visionner tous ensemble l'ensemble de la web-série qui dure environ 1 heure, donc comme un petit film. Mais par la suite, le but, c'est vraiment de discuter. Donc, on vous invite à lever la main, poser des questions dans le clavardage. N'hésitez vraiment pas. Nos intervenants sont tous là pour ça. Donc, justement, je tiens à les remercier particulièrement. Vous allez les rencontrer dans les capsules. Donc, Mathieu Colette, forgeron traditionnel et fondateur des Forges de Montréal. Romain Française, qui est ferronnier d'art et fondateur de la Forge d'Île-Marinenne. On a Alexandre Maquet aussi, qui est tailleur de pierre et fondateur de Créa-Pierre. On a avec nous Jérémy Corriveau, qui est forgeron et formateur aux Forges de Montréal aussi. On devait avoir Ivan Savchev, qui est aussi forgeron et formateur aux Forges de Montréal, mais pour le moment, il ne semble pas être dans le Zoom, donc on va espérer qu'il se joigne à nous très bientôt. Sinon, on a Laura Courbe, qui est chargée de projet et qui fait de l'agriculture urbaine. Donc, vous allez la rencontrer dans notre capsule à ce sujet. On a aussi, finalement, Geneviève Trévaux, qui est une archéologue pour le Grand Conseil de la Nation Wabanaki, Première Nation Wabanaki, excusez-moi. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui a participé pour ce beau projet-là. J'espère que vous avez apprécié l'écoute. Donc, je sais qu'il y a eu quelques questions dans le clavardage pendant qu'on écoutait. Dans le fond, là, ce serait vraiment le moment de discuter à voix haute. Donc, j'invite tout le monde à ouvrir sa caméra s'ils le peuvent pour qu'on se voit. Et donc, tout le monde qui a participé aux capsules est là en ce moment. Donc, on a nos forgerons des forges, Mathieu, Yvan et Jérémy, Romain, ferronnier d'art, Alexandre Maquet, tailleur de pierre, Laura Courbe, chargée de projet et agricultrice urbaine, et Geneviève Trévaux, archéologue. Donc, toutes les questions que vous avez sur nos capsules ou si vous voulez discuter d'enjeux sociétaux avec nous, on est là pour ça. Je sais qu'il y a eu une question de Stéphanie Rajotte à laquelle, en fait, j'aimerais bien que Mathieu réponde. Mathieu, je te vois, oui. Donc, la question, c'est est-ce que l'expertise des Forges de Montréal est reconnue au point d'être sollicitée pour des projets de restauration patrimoniale de grande envergure et les ressources seraient-elles disponibles pour entreprendre de tels chantiers? Alors, oui, on est reconnu à l'international par l'UNESCO. On est un ONG, ce qui veut dire qu'on peut donner des recommandations à n'importe quel projet qui se veut de restauration dont il y aurait besoin de spécialistes dans le domaine de la forge. On a déjà agi, on a eu une mission à Saint-Pierre-et-Miquelon d'aller remettre en fonction une forge centenaire qui était désuète et aussi former la jeunesse de l'île pour qu'ils puissent se réapproprier leur patrimoine. On était à plusieurs reprises en Europe aussi, donner des stages de plus ou moins longue durée, dont en Suisse et en Bretagne. La COVID a un peu brisé cet élan-là qu'on avait avec nos partenaires internationaux parce qu'on ne peut pas garantir que les projets vont se faire, mais ça fait partie du pourquoi les forges existent, c'est justement d'agir comme spécialiste expert en conseil ou même concrètement sur la matière elle-même. Merci Mathieu. Donc Marie-Claude, Stéphanie, est-ce que ça répond à votre question? Fantastique. En fait, je peux te poser une phase 2? Oui, bien sûr. Donc, j'entends que c'est une expertise technique. Personne ne doit la remettre en question. En tout cas, moi, je ne la remettrai pas en question. Par contre, je pensais à on a vu les tailleurs de pierre tantôt qui ont travaillé sur l'Assemblée nationale. Je suis convaincue qu'il doit y avoir des grands projets potentiels pour faire des projets qui requièrent de l'expertise de forgeron. Est-ce que, je vais dire une grande clôture, je vais dire quelque chose d'un peu imbécile parce que je ne connais pas ça, mais est-ce que dans la mise en œuvre de projets
au-delà de la transmission de connaissances, est-ce que c'est le genre de choses qu'au Québec on fait pour promouvoir le patrimoine et le remettre à neuf? Bien, au Québec, personnellement, j'ai dirigé les travaux de la basilique Notre-Dame sur la rue Notre-Dame, dans le Vieux. Donc, on a fait toute la restauration des ouvrages en ferronnerie. Ensuite de ça, le séminaire Saint-Sulpice, tout ce qui était ferrure, ancrage, clous pour la restauration du séminaire qui date de 1670. On lui appelle à nos services aussi. Station de pompage Côte-des-Neiges qui est 1935. On a refait les clôtures et les portails aussi. Le château Ramsay aussi, les arches qui sont au-dessus des colonnes ont passé par les forges pour être restaurées aussi. Donc, tout ce qui est restauration du patrimoine bâti, forgé, moi, je considère que tout ce qui est avant 1880 touche vraiment la spécialité de la forge traditionnelle. Ça ne m'empêchera pas de faire des travaux de restauration, même sur le patrimoine après 1900. C'est sûr que c'est des projets qui sont assez rares pour le moment, même si le besoin de les restaurer est criant. Il pourrait y avoir un peu plus de demandes, mais actuellement, le Québec se concentre sur la pierre parce que la pierre et la maçonnerie traditionnelle est en piètre état. Puis les forgerons, nous, on passe généralement en dernier parce que c'est comme la fioriture qui vient sur le bâtiment. Puis il faut attendre que tout soit mis en place pour qu'on puisse prendre les mesures. Puis je veux dire, juste un exemple là, sur les arches du château Ramsay. J'ai fait la recommandation 2 fois plutôt qu'une qui restaure les colonnes qui sont en piètre état. Puis les budgets n'étaient pas là. Donc, je me suis retrouvé à faire une restauration sur quelque chose qui devrait être restauré. Donc, il y a comme eu un manque de logique et d'étapes qui n'a peut-être pas été respecté dans ce cas-là. Mais c'est toujours mieux de faire la restauration quand on peut. Donc, idéalement, mais on travaillerait les tailleurs de pierre, les charpentiers, les forgerons, les maçons traditionnels sur le bâtiment ensemble avec un architecte sensible à ça, qui veut travailler avec les artisans. Puis, on pourra en faire des chantiers écoles pour apprendre à la jeunesse, justement, sur ces travaux-là. Puis, c'est ce qu'on prône, c'est ce qu'on fait comme médiation culturelle, c'est le message qu'on passe. Je pense qu'avec le rapport de la vérificatrice générale là, de l'année dernière, c'était assez criant. Puis, je tiens à annoncer qu'en ce moment, le Conseil des métiers d'art a reçu des sommes importantes du MCC pour développer des AEC pour 9 métiers traditionnels sur le bâtiment dont on va donner des formations, dont la forge. Donc, on avance, on est un peu en retard. Là, je dirais on a un 20-30 ans de retard. On aurait dû commencer ça déjà il y a 20-30 ans. Mais vaut mieux tard que jamais, quoi. On a plusieurs artisans dans les intervenants. Je ne sais pas si d'autres personnes... Oui, Alex, si tu veux dire quelque chose de plus là-dessus? Simplement ajouter qu'effectivement, le projet pilote sur l'AEC en conservation du patrimoine vient de terminer. Enfin, là, c'était surtout axé sur la taille de pierre. Comme le projet pilote, en fait, ça concernait la taille de pierre et l'ébénisterie. Le projet pilote vient de se finir. Ça a été quand même un franc succès dans le sens où la demande est là. Il y a de plus en plus de gens qui veulent s'inscrire. Je pense qu'on est à l'ordre d'une centaine de demandes pour la suite de l'AEC. Fait que quand il y aura les 9 métiers qui seront en route, la demande va être là, c'est sûr et certain. Et l'autre chose aussi, c'est que l'AEC maintenant est reconnue par le ministère, parce que c'était un projet pilote. Maintenant, on sait qu'elle vient d'être reconnue par le ministère de l'Éducation, donc elle va être prise en main par les cégeps. Donc elle va pouvoir être donnée partout au Québec, partout où il y a des cégeps. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, au niveau de la conservation du patrimoine,
les choses ont quand même, sont en train d'évoluer. Pour vous donner un exemple qui est très significatif, c'est que pour la restauration des monuments comme, ou des bâtisses comme l'Assemblée nationale ou l'ancien palais de justice de Québec ou des choses comme ça, les architectes, les cabinets d'architecture qui font les devis d'architecture sont de plus en plus en collaboration avec des artisans, le Centre de conservation du Québec aussi. Et par exemple, ce qui ne se faisait pas avant, mais qui se fait maintenant, c'est qu'il est exigé dans les devis d'architecture que toutes les sculptures soient refaites à la main et non à la machine, et soient refaites à la main par des sculpteurs expérimentés. Donc ça n'existait pas, enfin, c'était pas en place, c'était pas très courant il y a peut-être une dizaine d'années, mais maintenant, dans tous les devis d'architecture, sur ces grandes bâtisses-là, on le voit de plus en plus. Donc les choses évoluent dans le bon sens en ce moment, on le voit là. Donc c'est ça, c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup. Romain, tu avais aussi voulu ajouter quelque chose tantôt. Est-ce que tu avais toujours quelque chose de plus que tu voulais dire là-dessus? Moi? Non, pas spécialement. Ah, ok, parfait. J'avais mal vu alors. Bon, super. Donc, on va passer à la prochaine question. Coralia Frenette avait sa main levée. Est-ce que tu veux nous dire un mot? En fait, c'était moi. Ah! Comme on est deux, on a pris un des deux noms. Parfait. Mais en fait, je me demandais s'il y avait des formations qui avaient attrait en fait au damassage de différents types d'acier, différents motifs, du motif en capsule, par couche successive, mettons aussi du Sanmei. Moi, personnellement, je suis plus intéressé par tout le côté outils, coutellerie, tout ça. Ici, c'est plus au niveau ferronnerie, mais ça, je me demandais au niveau, justement, là, s'il y avait des formations par rapport au damas de la... En fait, je crois que Yvan, tu pourrais peut-être répondre à la question. Yvan ou Mathieu, comme Yvan, c'est notre formateur en coutellerie aux Forges de Montréal, je te laisserai, si tu veux bien, répondre à la question. Oui, peut-être. Peut-être. Ça dépend, en fait. Le cours existe un peu comme sur mesure. Il existe en forme de cours privé. Parce que pour faire du damas, idéalement, ça prend un marteau pilon. Euh, Faire ça à la main, ça risque d'être trop long, trop lourd. Donc, on veut comme plus focuser sur la théorie. Donc, si on peut accélérer le travail manuel, ben, c'est rapide. Donc, là, pour l'instant, on peut peut-être le donner un à un, puis encore là, ça serait au niveau intermédiaire, voire même avancé. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être un jour, dès qu'on a plusieurs marteaux pilons qui rentrent dans l'atelier, ça va être disponible comme un cours régulier qu'on donnerait et qu'on afficherait, mais pour l'instant, c'est vraiment sur demande. Ouais. Puis je tiens à préciser qu'aux Forges, justement, on offre des formations débutantes de forge traditionnelles pour justement permettre aux gens finalement d'apprendre les techniques de base comme la soudure au feu, des techniques qui sont un peu plus complexes quand même, qui permettent finalement d'arriver à un niveau intermédiaire et éventuellement professionnel avec la pratique. Le damas puis le wood, c'est pas la première étape. C'est pas, t'arrives pas, fait comme bon, on va commencer, on va faire un petit damassage, écaille de dragon, ça va être facile, ça va être le fun. Mais moi, c'est une des choses qui me donne le plus envie. J'ai fait un cours il y a 9 ans. Fait que j'ai le goût de m'y remettre récemment. Puis ben là, c'est sûr qu'avec la pandémie, mais c'est ça. Dès que la pandémie va être finie, probablement que je vais faire mon petit tour. Ben, en fait, malgré la pandémie, on continue à offrir nos formations. On a ajusté les feux pour qu'ils soient tous à 2 mètres de distance. On a le port du masque, la désinfection des outils. Donc, malgré la pandémie, je tiens à dire qu'on peut quand même t'accueillir si jamais ça t'intéresse. Désinfecter au feu? Non, désinfectant normal de base. En fait, la c'est que
je suis des personnes très vulnérables proches de moi. C'est pour ça que je Ah oui, ok. suis moins à l'aise. Mais quand ces personnes-là vont être vaccinées ou immunisées, je pense que ça va être plus. Ça va faire- Parfait. On te verra à ce moment-là. Merci beaucoup. Frédéric Bassarache, je crois que tu voulais dire quelque chose. Puis ensuite, on va passer à Julie qui avait la main levée et Jill que je vois dans le clavardage. Donc, Frédéric. Oh, Frédéric, ton micro est fermé en ce moment. Super. Là, vous m'entendez? Oui. Super. Ben écoutez, c'est surtout pour rendre hommage aux gens qui travaillent au feu aux Forges de Montréal. Puis je pense que c'est important, tout le monde qui est sur l'appel, qu'on puisse rendre un fidèle hommage à tous les forgerons et toute l'équipe des forges qui travaillent d'arrache-pied, et ce, malgré la pandémie, à transmettre le savoir traditionnel. Et c'est unique en son genre en Amérique du Nord. Et je pense qu'on devrait être fiers d'avoir une organisation de cette nature-là à Montréal. Et je pense qu'on devrait tous s'unir pour supporter les Forges de Montréal dans tous les aspects de l'opération, de l'organisation, parce qu'ils font honneur à Montréal sur le plan patrimonial et sur le plan de transmettre les savoir-faire de la forge traditionnelle. Donc, je ne sais pas si c'est possible sur Zoom, mais j'inviterai tout le monde à faire une bonne main d'applaudissements devant leur caméra à toute l'équipe. Et Merci beaucoup. C'est très C'est touchant. tout ce que je voulais faire, mais je voulais quand même supporter chaleureusement l'équipe avec ses hommages. Merci beaucoup, Frédéric. Puis merci tout le monde aussi. On est super heureux de pouvoir faire ce travail-là. Puis notre mission, c'est vraiment la retransmission, la pérennisation de ce patrimoine-là. Donc, de vous avoir aujourd'hui, c'est exactement ça qu'on veut. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être là ce soir. Donc, Julie Perrault, tu avais la main levée. Tu peux ouvrir ton micro. Je voulais savoir, là, vous parlez d'une formation ASC. Je sais que les forges, en tout cas, je crois que vous rendez disponible la forge pour aller travailler moyennant un coût. Je voulais savoir ce qu'on pourrait espérer avoir des ateliers accessibles aux forgerons, dans le fond, débutants, un petit peu partout au Québec. Ben, si je peux répondre à ça, c'est un peu le but. Dans la mission des forges, c'est d'exporter le projet des forges partout là où il est nécessaire. Les forges pourraient devenir formateurs de lieux comme les forges dans d'autres régions. Les choses changent lentement. Je dois avouer qu'il y a 20 ans, quand j'ai fondé cet organisme-là, j'étais convaincu de répondre à un besoin criant, que j'allais avoir beaucoup d'écoute et d'appui, mais c'est pas ça qui s'est passé. Puis, je regrette que ça a pris 20 ans à en arriver là où on en est, puis c'est pas encore gagné, mais si les forges réussissent à avoir un bail à long terme, ce qu'on souhaite, ce qui est en négociation avec la Ville actuellement, alors les forges pourraient se consacrer uniquement à sa mission, et puis le fait que les forges auraient réussi, ça va devenir un catalyseur pour tous les autres projets qui pourraient se faire de la même manière, pour les mêmes raisons. C'est le but. Moi, je vois que dans chaque grande ville, il devrait y avoir un projet comme les forges pour que la communauté puisse venir se forger leur propre objet sous forme d'économie sociale, de prendre des cours. On veut faire des bibliothèques d'outils. On veut donner des cours de jardinage. C'est possible de louer des outils de qualité. Puis, je suis convaincu que même à l'international, ce projet-là, quand il va avoir réussi, et qui va être mieux connu. On va nous appeler pour que ces gens-là reçoivent l'aide nécessaire à mettre en place un projet idem. Donc, on est en train de dessiner le bâtiment au complet, le fonctionnement, les définitions de tâches. Fait que ça pourrait être donné gratuitement à l'organisme là, sous forme d'un gros plan d'affaires puis d'une immense plateforme gratuite sur le web où est-ce que les gens peuvent concrétiser un tel projet. C'est dans notre but parce que
pérenniser les savoir-faire de la forge traditionnelle. Pérenniser, ça veut dire qu'ils sont menacés, ça veut dire qu'ils ont presque disparu. Donc, dans la pérennité, il y a la continuité de la relève à faire ça. Puis, on ne s'arrête pas aux savoirs d'ici, mais c'est bien des savoirs d'ici et d'ailleurs. Donc, on va pouvoir échanger aussi avec des organismes en Afrique qui, eux, ont d'autres techniques. Puis, chaque pays a ses spécialités. Puis, éventuellement, si ça peut devenir open source à tous, on peut beaucoup plus facilement, comme disait mon collègue Yvan, avoir accès aux connaissances grâce aux connexions Internet. Est-ce que ça répond bien à votre question, Julie? Ben oui, et ça donne l'espoir. Je souhaite vraiment que je trouve ça un beau projet. Je pense qu'après j'ose espérer que le gouvernement du Québec va embarquer là-dedans parce que je crois que c'est vers ça qu'on devrait tendre. On est bien d'accord. Le gouvernement du Québec est bien impliqué. Il finance les AEC. Il nous demande de les donner d'ici 2023. Je dirais que c'est plus une question de trouver une entente gagnante-gagnante avec le partenaire de la Ville de Montréal qui est en cours, qui ne se fait pas aussi rapidement qu'on le souhaite, mais je suis convaincu qu'on va y arriver dans les prochains mois. Alors, on a un ordre pour les mains levées, mais la question de Lucien Beaupré est quand même assez semblable. Donc, juste pour rester dans le même ordre d'idée, en fait, sa question, c'était... excusez-moi. Sa question, c'était est-ce que nous verrons le modèle des forges de Montréal appliqué à d'autres grands centres québécois? Donc, comme Mathieu disait, le but, ce serait vraiment de pouvoir offrir des formations à d'autres organismes québécois pour qu'ils puissent eux-mêmes ensuite former justement des apprentis forgerons jusqu'à des forgerons professionnels. Donc, ensuite, je passerai à la prochaine personne qui avait sa main levée, Jill. Jill, est-ce que tu voudrais ouvrir ton micro et poser... Super. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Ma question, c'était par rapport au métier de restauration. Tout à l'heure, on a parlé de chantier de restauration de cathédrale. Je sais qu'il y a un atelier de soufflage de verre pas loin de la forge. Je me demandais si les restaurations de vitraux ou le travail des vitraux, c'était aussi en relation avec le métier de forgeron et s'il y avait des partenariats entre le travail du verre et du métal. En fait, c'est beaucoup plus avec l'ébénisterie qui vont faire les cadres de fenêtres dans lesquels le verre va s'insérer. Puis, Espace Vert, c'est un lieu de création de verre soufflé. Mais un verrier, c'est une spécialité qui inclut aussi le verre soufflé, mais qui va faire du thermoformage, qui vont réussir à retrouver les pigments qui étaient faits au 13e siècle pour refaire la restauration du carreau avec la bonne couleur. Donc, les verriers font partie des 9 métiers visés dont il y a pénurie de main-d'œuvre, dont le gouvernement du Québec investit dans les AEC actuellement, at large. Merci, Mathieu. Donc, Jill, est-ce que... C'est parfait. Donc, la prochaine personne qui avait sa main levée pour la prochaine question, c'était Dom. Est-ce que tu voudrais ouvrir ton micro puis poser ta question? Oui. Bon, bonsoir tout le monde. Dominique April. Premièrement, bravo à tout le monde des Forges de Montréal pour le travail que vous faites. C'est vraiment exceptionnel. Puis vraiment, j'ai adoré ce soir. Bon, ma question, elle va paraître peut-être un peu bizarre. Je sais que Romain, il est très au courant là, de qu'est-ce que je fais, moi, avec une forge. Moi, j'ai un atelier de qu'est-ce que j'appelle dans ma région de forge-thérapie pour aider les anciens militaires atteints de syndrome post-traumatique. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il serait possible d'avoir, là, je parlerais peut-être d'une visite privée, avec une mini-formation privée, vous allez voir aussi, je m'en vais avec ça, pour mon groupe qui vient chez moi, parce que c'est des gens qui ont besoin, dans leur cheminement, de sociabilisation. Puis je pense que ça pourrait être intéressant de rencontrer d'autres forgerons, puis ça ferait partie de leur cheminement, de rencontrer d'autres gens, parce que j'ai des gens là-dedans, j'en ai un qui vient chez moi, là, il a été enfermé chez eux pendant 3 ans quasiment. Donc, ce
que je cherche, c'est de donner cette chance-là à ces gens-là de sortir et de rencontrer d'autres gens dans le milieu. Un peu comme j'en ai parlé avec Romain, là, on a eu une entente par rapport à que j'ai 2 personnes qui allent chez lui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui serait possible, une visite, une mini-formation privée pour ces gens-là? Est-ce que c'est possible? Si on prend une entente avec un rendez-vous et ainsi de suite. Mathieu, est-ce que tu veux répondre à cette question-là? Ben, c'est avec plaisir, Dominique, qu'on va organiser cet événement-là, puis qu'on va s'organiser pour que ça se fasse plus souvent. OK. On en avait déjà discuté à Deschambault, puis je t'avais clairement dit que c'était oui. OK. J'aimerais ça que Romain vienne aussi. Oui. Je pense qu'on aurait besoin d'être 3-4 forgerons là, pour bien peut-être faire du mixage. Là. Si on a 8 feux, pourquoi pas avoir 8 forgerons puis 8 anciens militaires? On pourrait chacun travailler en équipe puis avoir des discussions. Je ne sais pas si c'est le genre de projet, mais ça me ferait vraiment plaisir là, que Romain, moi, toi, on discute de comment on pourrait faire ça. Là. OK. Bon, ben c'est parfait. Fait que dans le fond, je parlerais probablement faire un arrangement avec Romain, là, que c'est avec lui, je suis pas mal tout le temps accessible. Puis après ça, on en discuterait peut-être toute la gang ensemble pour venir à une journée X, puis faire entrer mon monde là-dedans. Ben oui. OK. C'est quelque chose qui peut être récurrent. Là. On peut le mettre à l'horaire une journée par rapport... OK. Donc, c'est quelque chose que je pourrais probablement rajouter éventuellement au cheminement de ma thérapie. Exactement. OK. Ça, c'est cool. OK. Ça pourrait mener à une œuvre communautaire qui pourrait être donnée à la ville pour être dans un parc. Puis, Wow. OK. Là, on parle. On parle. Moi, j'aurais des gens pas mal excités. Ça serait le fun. Il y a des choses à faire. Vrai. Oui. Nerea aimerait dire quelque chose. Nerea, qui est ma collègue adjointe administrative aux Forges de Montréal, mais aussi la guide animatrice, elle aimerait vous dire quelque chose d'homme. Ah, OK. Oui, bonjour. En fait, juste vous dire que ça me ferait plaisir de donner les visites si vous en avez besoin. Donc, on a l'espace musée, en fait, qui est une visite qui dure environ 30 à 40 minutes. Donc, si vous avez besoin de mon aide pour ça aussi, ça ferait plaisir. OK. Ben merci beaucoup. C'est très gentil. Wow. Donc, votre projet, en fait, moi, personnellement, me touche beaucoup. Là, je crois qu'il touche aussi toute l'équipe des Forges et les autres personnes qui écoutent. Je tiens à dire que les Forges sont aussi un projet communautaire. Donc, n'importe qui a des projets du genre, vous pouvez toujours nous écrire un courriel, nous appeler, parce que ça nous fait vraiment plaisir d'essayer de mettre ça en place. Bon, ben c'est numéro 1. Hey, merci beaucoup tout le monde. Puis encore une fois, bravo de votre travail. Merci beaucoup. Bravo pour ton travail aussi. Vraiment, c'est remarquable. Merci, Mathieu. Ces gens-là ont besoin d'aide, puis il y a du bon résultat avec ce que tu fais, puis je te lève mon chapeau. Merci beaucoup, Matt. Merci. Notre prochaine question venait de Charlie Webb. Si tu veux ouvrir ton micro pour poser ta question. Oui, en fait, dans le fond, tantôt, j'en parlais beaucoup. Puis, je ne sais pas si c'est un addon que ce soit les forgerons qui ont parlé ou si c'est. Ben, les difficultés scolaires qui étaient vécues dans le système classique, si on veut, ou qui n'est pas nécessairement peut-être des difficultés scolaires, mais aussi le fait de ne pas sentir qu'on est à la bonne place dans le système scolaire, puis qui fait qu'on va vers d'autres choses, qu'on essaie de découvrir d'autres métiers, d'autres façons d'être passionné puis de gagner sa vie. Puis, conséquemment à ça, je me demandais s'il y avait des efforts qui ont été faits ou qui sont dans la suite des choses post-pandémie avec tout ce qui est la jeunesse qui ne cadre pas justement dans ce fameux système scolaire-là, qui ne fit pas pour tout le monde non plus. Je me demandais s'il y avait des efforts qui étaient faits là-dessus, des ouvertures ou si, ma question est large, si vous observez des choses par rapport à tout ce qui est décrochage scolaire ou je sais pas, c'est pas super clair comme question, mais je comprends. Non, mais je pense que je comprends, puis j'aimerais y répondre en tant que décrocheur scolaire moi-même. Moi, j'ai lâché l'école à 14 ans, j'étais plus capable, puis le système n'était pas fait pour moi, puis
ça n'empêche pas que je pense que je suis une personne brillante. Puis j'ai quand même réussi à monter les forges malgré tout. Puis à plusieurs reprises, on reçoit des centres de jeunes qui sont en réhabilitation. Puis on leur donne l'opportunité de venir forger avec nous. Puis moi, en même temps, je leur partage mon histoire. Puis j'essaie de les raccrocher à quelque chose. Puis ça a de très bons résultats. Il y a beaucoup de projets qui ont dû être mis sur la glace. En ce moment, on a pris un considérable retard depuis les 6 dernières années dans l'évolution de notre projet. Puis cette année, on donne un grand coup là, pour finaliser ce qui a pris du retard. Puis on a très hâte de se lancer dans notre mission et de faire uniquement notre mission. Je dois avouer que moi, personnellement, je passe plus de 90% de mon temps depuis au moins les 3-4 dernières années à vendre le projet aux autorités responsables pour les convaincre qu'on est viable. Puis j'ai extrêmement hâte de retrouver mon feu. Là. Puis j'ai hâte de retrouver ces groupes de jeunes-là, puis de recommencer à faire de la sensibilisation là, auprès des décrocheurs, puis des plus jeunes aussi, là, qui sont à l'école, à la maison, là, qui eux, en tout cas, sont très sensibles quand ils viennent faire des activités aux forges. Là. Puis on a aussi un programme pilote avec l'école Georges Vanier. Donc, on prend les secondaires 1 à 5, puis dans chaque discipline de l'année scolaire dans laquelle ils sont, comme par exemple en secondaire 1, ils ont histoire, mais on les fait venir forger autour de l'histoire de la Nouvelle-France. Tu sais. Ensuite de ça, en secondaire 2, il y a sciences appliquées. Fait que là, c'est torsion, flexion, compression. On les prend en 1, puis on les rend jusqu'en 5, puis en 5, ils doivent allumer le feu seuls et réaliser un projet par eux-mêmes. Les politiques sont à l'écriture, puis la COVID nous a empêchés de finir le secondaire 4 et 5 où est-ce qu'on était rendu. Donc, dès qu'on va pouvoir reprendre ce type d'activité-là, on va finir ce programme-là, on va finir d'écrire les politiques, puis on va le proposer à plus d'écoles secondaires. Parce que c'est la relève, hein. C'est là qu'on implante des graines dans la tête des jeunes qui vont fleurir à la vitesse à laquelle ils grandissent. Puis c'est très marquant de savoir que tu peux vivre une vie en harmonie dans la nature si tu maîtrises le faire. C'est une liberté et un choix social. Tu sais. Fait que dans notre mission aux Forges, ça fait partie des médiations culturelles qu'on fait en continu à tous les groupes d'âge. Ah, c'est fascinant. OK. En tout cas, je vous ferai signe, j'ai des idées un peu comme Dom tantôt. Là. Parfait. Avez-vous de la place dans votre CA, par hasard? Voulez-vous m'envoyer un courriel à ce propos-là à l'adresse des Forges? Puis ça va vraiment me faire plaisir de discuter avec vous de tout ça. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Super. Geneviève m'a écrit car elle aimerait parler de l'expérience de son fils, justement en lien avec la question de Charlie. Donc, Geneviève, si tu veux parler, tu peux ouvrir ton micro. Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais juste, en fait, vous dire, quand j'ai rencontré Mathieu, ça devait être dans les années, je ne sais plus, 2012, 2000, en tout cas pour le projet du séminaire Saint-Sulpice. Mon fils, à l'époque, était un décrocheur scolaire. Et puis, il a été faire une formation là aux Forges et puis qu'il a adoré. Et puis, après ça, suite à ça, ben, ça l'a fait réfléchir. Puis, il a adoré ça, puis il a été faire son DEP en métaux ouvrés. Et puis là, depuis, il a travaillé là-dedans. Puis, en janvier, il a ouvert sa propre compagnie là en métaux ouvrés. Puis, il est toujours passionné. Puis, il parle toujours un jour de revenir vous dire bonjour aux Forges et puis de vous faire un coucou, là. Donc, ça a été pour lui une bonne expérience, puis ça l'a permis de rembarquer, là. Merci Geneviève de me partager ça. Puis je tiens à dire que depuis 2000, il y en a 26 qui travaillent dans le domaine, qui sont arrivés de la rue, perdus, décrocheurs. Puis aujourd'hui, c'est des entrepreneurs qui gagnent très bien leur vie, puis qui emploient du monde, puis qui continuent à former du monde. Fait que on peut être très fiers quand même des réussites qu'on a eues là, depuis 20 ans. Puis on est rendu, là, on a formé en cours d'introduction plus de 2000 personnes là,
2014. Puis le chiffre n'arrête pas d'augmenter. Merci. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question, c'est cette fois-ci Coralia, pour de vrai, je crois, qui voulait poser une question. Oui, c'est bien moi. Je vais commencer par dire à quel point je trouve ça touchant l'effort que vous faites à la communauté. Je manque de mots pour expliquer à quel point je trouve ça épique d'aider des gens qui n'ont pas de voix puis leur donner une passion à la vie. Je trouve ça absolument épique. Ma question, c'est, j'aimerais savoir c'est quoi vos formations au niveau de la ferronnerie. Parce que moi, ma famille, quand on est arrivé en Nouvelle-France, il y a longtemps, ils étaient des ferronniers, puis c'est une manière pour moi de reconnecter avec mes ancêtres. En fait, notre formation dans laquelle on aborde la ferronnerie d'art est faite en partenariat avec le CMAQ et Romain Française. Donc, je laisserai Romain parler de ça si tu veux bien. Oui, c'est sûr que celle qu'on a montée, moi je donne déjà des formations à mon atelier. Là, j'ai un programme aussi vraiment pour la ferronnerie. C'est sûr que celle qu'on a montée avec le CMAQ, donc on donne aux Forges de Montréal sur 2 semaines, c'est sûr que ça prend quand même un certain niveau. Fait qu'en ferronnerie, c'est sûr que là j'ai tendance à orienter vers moi mon atelier parce que j'ai tout un programme. Donc ça part de l'initiation d'une journée, donc une journée de découverte, puis puis je propose 3 semaines avec 3 sessions avec 3 thèmes différents. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Fait que moi je me concentre vraiment sur la ferronnerie. J'ai beaucoup de demandes pour la coutellerie parce qu'il y a un effet mode avec la coutellerie, ce genre de choses. Mais moi je touche pas à ça. Donc pour le moment, on travaille là-dessus avec les Forges de Montréal. Ça va avancer tranquillement. Il y a déjà cette formation de 2 semaines où c'est déjà un niveau avancé, comme je disais. Moi, de mon côté, j'en donne pour débutants jusqu'à haut niveau, en fait. Donc, juste pour le rappeler, Coralia, la forge de Romain s'appelle la forge d'Ilmarinen. Donc, comme il donne des formations de son côté à partir de niveau débutant, je t'invite aussi à voir de son côté s'il y a quelque chose qui t'intéresse aussi. Merci beaucoup. Merci Romain. La prochaine question vient de Jill, qui voulait poser une autre question. Donc, Oui, en fait, comme c'est un projet communautaire qui est vraiment effectivement très touchant, très important, on a beaucoup parlé des gens qui ont du mal à trouver leur voie, peut-être dans le système scolaire classique. Moi, c'est marrant parce que je suis quelqu'un qui a fait 25 ans d'études, qui a fait des hautes études, etc. Et j'ai récemment fait une formation aux forges et j'ai adoré justement ce retour au travail manuel, aux choses entre guillemets empiriques et instinctives. Et c'est très important pour tout le monde en fait de garder un contact avec ça, je pense, pour être des humains équilibrés. Enfin bref, c'était pour vous dire que toutes sortes de backgrounds et de personnes y trouvent leur compte. Ma question, c'était, en fait, Stéphanie a écrit exactement ce que je voulais demander, c'est-à-dire quand on n'est pas déjà un forgeron chevronné ou qu'on n'en fait pas régulièrement, mais qu'on a envie de contribuer, comment est-ce qu'on peut aider les Forges de Montréal? Alors, il y a probablement différentes directions. Comment est-ce qu'on peut aider par rapport aux autorités pour pousser le projet? Ou est-ce que vous avez besoin de bras ou de bénévoles pour certaines choses, etc. Comment on peut supporter? Alors, je vais répondre rapidement pour l'administration, puis Mathieu, ensuite, je te passerai la parole. Pour ce qui est de vraiment ce que vous pouvez faire de la maison, là, si je peux dire, ce serait justement de partager nos publications sur Facebook pour qu'on soit vu par plus de gens. On a une pétition en ligne en ce moment aussi pour nous aider à renouveler notre bail, donc signez cette pétition-là. Du bouche à oreille, parlez de nous à vos amis, venez faire la visite guidée. Ça peut être de suivre nos formations aussi parce qu'on est un OBNL, on n'a pas de soutien au financement, donc notre financement nous vient vraiment finalement de nos formations et des visites guidées qu'on donne. Sinon, c'est juste d'encourager le patrimoine comme ça. Je sais que par le passé, il y a des gens qui ont déjà écrit des lettres du point de vue politique pour nous soutenir. Ça, c'est quelque chose qui est libre à chacun, mais pour nous aider, vraiment, nous, ce serait par rapport aux réseaux sociaux, communication, venir à nos événements, évidemment, là, avec la COVID, des événements comme celui-ci en ligne, mais normalement, on a aussi des événements portes ouvertes. Puis Mathieu, je te laisserai poursuivre là-dessus.
Ben, je resterai dans ce que tu viens de dire. C'est possible de devenir membre des forges aussi. Tu sais, il y a des membres soutien. Je pense que c'est au coût de 15 vous allez recevoir nos infolettres. Vous allez être invité gratuitement à nos événements. Si on pouvait monter à un grand nombre de membres supporters, ben, ça nous aiderait financièrement aussi. Aussi, on a reçu notre numéro de don de charité du fédéral, ce qui veut dire qu'on peut donner des crédits d'impôt maintenant pour ceux qui veulent faire des donations substantielles. Ça va vous faire économiser de l'impôt, puis au lieu de le donner au gouvernement, mais vous le donnez à une cause dans laquelle vous croyez, au lieu que le gouvernement prenne votre argent pour investir dans les causes dans lesquelles eux croient. Donc, c'est possible de nous soutenir si vous croyez dans notre projet et que c'est important pour vous, pour la communauté, pour l'avenir. Ben, nous soutenir financièrement, ça nous aiderait extrêmement. La mission des forges est de pérenniser les savoir-faire de la forge traditionnelle. Ça passe par le patrimoine immatériel, donc ça passe par le savoir de nos forgerons. Ça passe par la recherche fondamentale, puis l'archéométallurgie, comme on parlait plus tôt. Puis, on deviendrait, si les fonds seraient nécessaires, on deviendrait le premier organisme mondial à payer un patrimoine immatériel pour faire sa recherche et le retransmettre. Donc, actuellement, je n'ai pas de salaire. Je fais du bénévolat depuis 20 ans pour les forges. C'est mon bébé. Je gagne ma vie par de la production artisanale que je fais on the side, les soirs, les week-ends. Fait que ça serait beaucoup plus efficace, on avancerait beaucoup plus vite si les forges pouvaient me donner un salaire pour que je puisse me focusser à temps plein sur la recherche fondamentale. Donc, pour ça, votre dollar est un vote. Hein? C'est comme décider d'acheter québécois. C'est comme si vous achetez des produits qui sont obsolètes et bons pour la poubelle, qui sont non recyclables, vous contribuez à la pollution. C'est un peu la même chose. Fait que si vraiment vous croyez dans la cause des forges, que c'est important, vous pouvez nous encourager de plusieurs façons, vraiment de plusieurs façons. Mais surtout d'être présent, puis d'en parler, puis de devenir ambassadeur de la cause, puis de venir voir nos visites guidées, d'amener votre famille, puis d'avoir des discussions autour de ce que vous avez vu, ce qui vous a touché. C'est ça qui va faire le changement, d'après moi. Merci. Merci beaucoup. La prochaine question serait pour Dominique, qui a levé sa main il y a un moment déjà. Donc, Dominique, tu peux y aller. Bon, merci. Ça tourne un peu autour des mêmes sujets qu'on venait de parler, mais moi, je me demandais sur un autre angle, là, si la mission me parle puis que je veux mettre la main à la pâte. Là, je sais qu'au début du Zoom, vous parliez des choses à déménager. Jérémy, il fait de la maçonnerie, il entretient. Si j'ai un peu de temps, est-ce que peux-tu aller aider d'une façon ou d'une autre directement? Ben nous, on a des listes de bénévoles, donc si jamais ça vous intéresse d'être bénévole, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel, puis on va vous ajouter à la liste. Puis la manière dont on fonctionne, c'est quand on a besoin d'aide, justement, on contacte cette liste-là, puis on prend les gens qui sont disponibles. C'est sûr que hors de la situation COVID, on a plus d'événements, donc on sollicite plus souvent les bénévoles. En ce moment, c'est un peu plus rare. Pour ce qui est d'aider dans la maintenance de l'atelier, en fait, je laisserai Mathieu répondre à ça spécifiquement. Oui, donc on a beaucoup de bénévoles dans plein de corps de métier. Depuis 20 ans, c'est ce qui a fait qu'on en a fait autant dans le bâtiment pour si peu d'argent. C'est que ça a été principalement fait par des bénévoles, des professionnels, des plombiers professionnels, des maçons professionnels qui sont touchés par la cause puis qui mettent la main à la pâte. Puis peu importe les compétences que les gens ont, qui peuvent écrire sur leur lettre de demande de bénévoles, mais nous, on va choisir les bénévoles dans les compétences qu'on a besoin. Voilà, donc on est tout le temps ouvert à recevoir et à agrandir cette banque de bénévoles-là. Parfait, merci. Merci à toi. Stéphanie avait une autre question. Je crois, en fait, je crois que la question avait été répondue finalement, c'est ça? Exactement. Je suis en train de remplir Parfait. mon formulaire pour devenir membre. En fait,
j'habite pas à Montréal, donc j'ai pas la chance de vous aider à déménager des trucs ou je sais pas trop quoi. Ce qui fait que votre formulaire est en plusieurs parties et je veux savoir si est-ce que, en tant que non-résidente de Montréal qui pourra pas vous aider à déménager et qui a pas trop de risque de se brûler, est-ce que je réponds seulement à la page 1? Oui, en fait, ces questions-là, c'est surtout dans le cas où nos membres viendraient forger avec nous. Donc, pour le moment, pas besoin. Puis, si jamais vous venez à la forge, on reverra ça rendu là. C'est fantastique. Et la deuxième question, tant qu'à être dans la logistique un peu tata, et pour payer, on fait comment? Vous envoyez votre formulaire par courriel, puis nous, on va vous envoyer une facture. On est en train de refaire notre site web pour que le paiement se fasse beaucoup plus simplement que ça, mais en ce moment, c'est le fonctionnement qu'on utilise. Ah non, ça me va parfaitement. Tant que je le sais, moi, je suis prête à signer n'importe quand. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, la prochaine question, ce serait pour Benoît Fizet. Premièrement, bravo à tous les stars des capsules. Ma question, on a fait notre formation le 23-24 septembre. Il y avait une équipe de tournage qui était là, des gens de France, ou je crois. Est-ce que la capsule ou qu'est-ce qu'ils ont fait est sortie? Est-ce qu'on peut le voir ou c'est quelque chose qui n'existe pas? Mathieu, est-ce que tu sais c'était quoi le tournage qui avait lieu en septembre? J'ai aucune idée, je m'excuse. Il y a tellement de tournages aux forges. Je me rappelle plus lequel. Je me rappelle que je donnais la formation comme remplacement. Je me rappelle de toi, Oui, Benoît. c'était Yvan qui était supposé donner la formation, puis tu as donné la formation. Exact. Puis il y avait eu un malaise, donc je l'avais remplacé, mais le tournage qui était là, je suis mystifié. Là. Honnêtement, peut-être que j'ai... Des gens, je pense que c'est des gens de France ou quelque chose. C'est des Français qui étaient là. OK. Peut-être que j'ai laissé rentrer des touristes qui ont pris des images avec ça se peut, ça. En tout cas, tu as fait un crochet pendant l'heure du dîner, tu as fait un crochet pour eux autres gratuitement. Oui, d'accord. Maintenant, je me rappelle. Maya, il y a un monsieur qui est venu, filmer un crochet en 20 minutes. Puis il a fait au ralenti avec une toune dramatique. Oui, c'était une publicité par la boîte Quelque chose Basinet, puis on l'avait mis sur notre page Facebook depuis, oui, donc si jamais ça vous intéresse, on peut vous l'envoyer, mais on ne voyait pas les étudiants dedans, il y a vraiment juste la forge du porte-manteau qu'on y voit. OK. Puis il avait été quand même un bon bout de temps de la journée qu'il était là. Il se promenait en and off, mais je sais, sur l'heure du dîner, il avait fait le crochet là, en turbo. Là. Oui, c'est ça. OK, il sera sur la page Facebook? Oui, probablement justement autour du mois d'octobre, le temps que ça a pris pour qu'ils montent leur vidéo. Je peux vous la retrouver si vous voulez pendant les prochaines questions aussi, puis l'envoyer dans le chat. En fait, c'est une boîte de production récente qui veut augmenter son portfolio. Donc, on a fait une entente. Eux, ils utilisent la vidéo qu'ils ont fait chez nous pour leur portfolio. Puis nous, ben, ça nous faisait de la publicité. Donc, c'est vraiment un échange comme ça. Donc, c'était une belle pratique pour tout le monde. Donc, je vais essayer de le retrouver pendant que les autres personnes posent des questions. Si Néréa, tu veux faire le suivi des questions à partir de maintenant? Néréa, ton micro est... Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions qui veulent être posées par des gens? Peut-être écrivez dans le chat ou levez votre main, pas sur l'écran vidéo, mais vraiment la fonction lever la main sur Zoom, parce que sinon je ne vous verrai pas. On est quand même beaucoup. Juste une dernière question suivie, parce que quand Jérémy parlait tantôt, il était en train de parler de la troisième section du bâtiment. Ça veut dire que est-ce qu'il y a d'autres ateliers qui vont s'ouvrir à plus de gens ou ça va être... c'est quoi? Oui, absolument. Donc, en ce moment, les forges sont devenues on rejoint le réseau international des économusées. Les économusées ont deux catégories d'économusées. Donc, ils ont celles où est-ce que si on visite une chocolaterie, on regarde les chocolatières, les chocolatiers faire le chocolat, on peut en déguster, on peut en acheter et repartir. Puis, il y a maintenant, depuis 1 an, une deuxième catégorie d'économusées qui s'appelle Espace Patrimoine. Donc, l'espace patrimoine, c'est ce qui met en valeur le patrimoine immatériel dans son lieu de travail.
Puis c'est pas relié à visiter, déguster, puis acheter un produit, mais bien de parler avec le patrimoine matériel et de ses pratiques. Donc, la section porte de garage est en transformation depuis l'été dernier, où est-ce que ça va devenir mon espace de recherche, où est-ce que je vais faire de la recherche fondamentale en continu. Je vais pouvoir donner des stages de perfectionnement d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à des artisans qui veulent se spécialiser dans un domaine. Je vais probablement recevoir des ressortissants étrangers qui veulent se perfectionner aussi, comme c'était comme ça s'est fait dans le passé. Puis, ça va être ouvert au public, donc les gens vont pouvoir venir rentrer dans cet espace-là. Donc, c'est comme si on a 2 musées, en fait. On a le musée statique, où est-ce qu'il y a toute notre mission, puis notre discours, notre sensibilisation auprès du grand public. Mais il y a aussi l'espace patrimoine où est-ce que les gens vont pouvoir parler avec un forgeron, intervenir, poser des questions, suivre des cours. C'est aussi là où est-ce que je vais développer les lignes de production suite à mes recherches. Je développe des lignes de production qui vont être ensuite mise en production dans la section du centre où est-ce qu'il y a plus de postes de travail. C'est là où est-ce qu'on a un nouveau programme pour les membres artisans professionnels qui veulent venir perfectionner leur art, mais ils vont participer à des productions, à faire des objets avec nous, dirigés sous notre équipe. Puis de cette façon-là, ben, ils vont se former gratuitement. Ça leur coûtera rien de venir à l'atelier, participer à des telles activités. En contrepartie, ben, nous, on ne pourra pas payer ces gens-là parce qu'on les forme. Donc, c'est comme un programme d'échange, là, où est-ce que c'est donnant-donnant. Tu es obligé de te creuser un deuxième sous-sol pour faire du storage d'équipements que tu ramasses un peu partout? Ben, en fait, non. En ce moment, on a une étude architecturale et urbanistique qui est en cours, qui va être terminée dans quelques semaines. Puis, les forges vont devenir vraiment juste sur 3 étages, en fait. Un centre d'interprétation, un musée vivant, puis un centre d'opération où est-ce qu'on donne les formations et qu'on fait de la production dans le sujet de la forge traditionnelle. Donc, tout ce qui est métallerie, soudeuse, machine d'usinage, on n'a pas la place pour le garder, ni pour l'entreposage d'artefacts, là. Fait que, on va être en train on est en train de chercher en fait un espace de garage là, où est-ce qu'on pourrait faire notre maintenance, amener nos équipements. Et comme on parle beaucoup du quartier des artisans dans le secteur Bridge-Bonaventure, on souhaite que d'autres locaux soient transformés en local comme les forges sur d'autres catégories comme la charpente, la taille de pierre, les faux finis, le plâtre, les vitraux. Donc, si on pourrait avoir un secteur des artisans, ça deviendrait un attrait touristique incroyable où est-ce que les gens auraient une expérience inoubliable, soit en participant à des formations, participer à des activités, juste visiter les lieux, acheter des produits locaux faits main par des artisans du coin. Puis, ça va augmenter le réseau touristique de Montréal, ça va l'agrandir dans un secteur qui a besoin de beaucoup d'amour. Donc, il serait judicieux de faire une métallerie puis une petite ébénisterie pour la maintenance de tous les ateliers d'artisans qui sont dans le coin, là, parce que quand on travaille soi-même, ça coûte moins cher que d'acheter ce que l'industrie nous produit. Puis c'est toujours de meilleure qualité quand on le fait nous-mêmes. Donc, ça fait partie de nos défis actuels, là, de sortir des opérations. On va se libérer de notre stationnement en avant du bâtiment pour louer des espaces de stationnement sous l'autoroute Bonaventure pour faire un parvis piéton devant le bâtiment avec des bouleaux qui vont retenir l'eau. En tout cas, c'est un super projet. Vous allez voir ça sortir parce qu'on va déposer notre plan d'affaires dans la semaine du 14 juin, puis on va le rendre public sur une plateforme. Fait que tout le monde va pouvoir consulter le projet. Puis en septembre-octobre, on s'en va en campagne de socio-financement pour lever des fonds pour réaliser ces travaux-là. Donc, vous allez en entendre parler sous peu. Là. C'est comme une première que je vous donne. Dans les prochaines semaines, là, il va y avoir beaucoup de documentation qui va sortir. Bon, merci. Tu vas pouvoir sortir de ton sous-sol, c'est ça? Tu vas être content.
Ouais, le sous-sol, il est déjà vide, puis il va être utilisé pour la salle de ventilation du bâtiment. On construit OK. un annexe par-dessus les sous-sols, Wow. OK. qui va être l'accueil et le magasin. La dégustation des clous en même temps. Exact. Excusez-moi. Excusez-moi. On a une question de Marc-Antoine dans le chat qui pose une question par rapport à ce qu'on disait plus tard avec les écoles de forge dans la province. Il dit, avec les différents groupes de forgerons à travers la province, quel est votre intérêt à court, moyen terme pour rejoindre les gens des régions éloignées? Parmi tous vos projets dans la ville de Montréal, est-ce que rejoindre les régions éloignées, comme l'Abitibi serait envisageable dans votre agenda? Mathieu, est-ce que tu voudrais répondre à ça? Ben, c'est sûr que nous, une fois que le projet va être scellé puis que le catalyseur souhaité va s'avoir fait, puis qu'on va publier comment le projet peut se faire à d'autres échelles, à d'autres niveaux, dans d'autres municipalités, on va envoyer des lettres aux municipalités leur proposant de faire un projet comme les Forges, de demander le financement au gouvernement pour que ça se fasse. Puis ça va prendre des porteurs. Donc, s'il n'y a pas de porteur d'un tel projet, ça ne fonctionnera pas. C'est pas juste un lieu magique qui apparaît pour aller se faire du fun quand ça nous tente. Fait que nous, on se propose de perfectionner des forgerons qui ont déjà de l'expérience pour s'occuper de tels centres. Tu sais. Fait que moi, je suis convaincu qu'il y a plusieurs municipalités qui vont être intéressées, puis ça serait intéressant là, à grande échelle. C'est une façon de reverdir la planète, là, comme les projets de Lara Courbe, là, de l'agriculture urbaine. C'est un peu ça qu'on essaie de faire, c'est de donner accès au public à un atelier de fabrication où est-ce que c'est à l'échelle humaine. En fait, c'est de la décroissance qui va à l'encontre de la croissance mondiale qu'on vit, là, que là, on est rendu à l'ère du numérique, là, puis toutes ces pertes de savoir-là nous rend dépendants de ce que l'industrie nous donne. Puis il peut y avoir une alternative. Tu sais, moi, je ne suis pas pour la science. J'aime ça aller chez le dentiste. Je trouve qu'on a des docteurs remarquables, mais je pense qu'il peut y avoir aussi de ce qui était bon dans le temps, tu sais, qui peut se combiner à tout ça puis faire un meilleur des mondes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous pouvez encore une fois lever la main ou poser votre question en clavardage à n'importe quel moment. En attendant, moi, j'aurais une question justement qui est soulevée par ce que tu disais, Mathieu. Ce serait une question à tous nos intervenants, donc tout le monde qui a participé aux capsules. Ma question, justement, résonne avec le fait de qu'est-ce qu'on peut prendre du passé pour améliorer notre futur. Donc, je me demandais justement, de vos points de vue respectifs, selon vos métiers, à chacun, vos expériences, à chacun, je serais curieuse d'entendre vos opinions sur justement la manière de former un meilleur avenir avec vos propres métiers, dans le fond, qui sont ancestraux. Ou par exemple, Laura, tu as de l'expérience avec justement par rapport à l'environnement, l'agriculture urbaine, le travail communautaire en lien avec des artisans. Geneviève, par rapport à ton travail en archéométallurgie. Donc, chacun d'entre vous, je serais curieuse de savoir s'il y en a quelques-uns qui voudraient répondre à cette question-là. Ben, est-ce que... Oui, tu peux y aller, Alex. Ouais, OK. Juste pour dire que, en fait, les artisans, c'est des porteurs de savoir, de patrimoine immatériel. Donc, on est tous des porteurs de savoir-faire. Ceci étant dit, il y a un défi qui est très, très présent de nos jours, c'est un peu toutes les nouvelles technologies et la numérisation de la fabrication et tout ça. Moi, je le vois beaucoup dans la pierre où il y a beaucoup de machines 5 axes qui apparaissent qui sont capables de reproduire n'importe quelle sculpture. Ce qu'il faut bien penser, c'est que tous ces savoir-faire, tous ces défis auxquels on fait face et tout ça, toutes les nouvelles technologies, ça ne doit pas nous exempter de la culture de nos métiers. Parce que la culture de nos métiers, dans le fond, c'est comme je disais dans
dans la capsule, dans le fond, on est le patrimoine et ce que nous on est, c'est vraiment comme une bibliothèque. C'est-à-dire que dans une bibliothèque, ça contient tous les savoirs et si on brûle les bibliothèques, on perd tout ça. Et ça, c'est vraiment important qu'on le garde. Et ça, dans le fond, c'est pas possible de le perdre parce que si ces savoirs-là, quand ils sont perdus, comme disait Mathieu, c'est très dur de les retrouver. Voilà. Merci, Alex. Est-ce qu'il y a... Oui, Geneviève, tu peux y aller? Ben, si je peux me permettre, je travaille sur un site archéologique qui est situé à Odanak. Donc, ce sont des Abénaquis ou des Wambanakiak. C'est un site quand même assez ancien, mais on a des couches quand même de la période de contact là, et de la Nouvelle-France. Puis, c'est un village, mais c'est aussi une ancienne mission. Et puis, chaque année, j'ai à peu près une dizaine, entre 8 et 10 jeunes Abénaquis qui participent au projet. Et puis, on a fouillé ensemble un site, en fait, de transformation des métaux, particulièrement des alliages cuivreux, donc des anciens chaudrons là qui sont découpés et puis donc avec un petit foyer réchauffé, donc avec une espèce de recuit là qui est fait, puis reforgé en ce qu'on appelle des cônes clinquants ou une tinkling cones là qu'on voit en fait encore aujourd'hui sur les robes des femmes qui font la danse avec les grelots. Et puis, ces jeunes-là, en fouillant ça, ils fouillaient pour eux un site archéologique qui, oui, c'était chez eux, mais faisaient pas vraiment la relation avec leurs ancêtres, jusqu'à un moment donné où il y a des touristes qui sont venus puis qui ont posé la question à une des jeunes qui était là, qui lui a demandé d'expliquer qu'est-ce que c'était cette espèce de cône en cuivre qu'elle venait juste de trouver. C'est là qu'elle a réalisé, au lieu de dire, ben, c'est un artefact ou c'est une pièce qui a été tournée puis c'est un thinking cones, ben, elle a dit, ben, c'est quelque chose qui appartenait à mes ancêtres, c'est quelque chose qu'ils ont fabriqué, puis aujourd'hui, moi, quand je danse, j'en mets encore sur ma robe. Donc, elle avait réussi à faire le lien entre ce que ses ancêtres fabriquaient dans cet atelier-là de transformation jusqu'à aujourd'hui, ce qu'elle met quand elle décore sa robe, là, puis ça a fait le truc d'un petit clip aussi là, que vous pouvez aller voir au Musée des Abénaquis sur leur site, là, mais ça a été, pour elle, ça fait longtemps maintenant, ça fait peut-être 5-6 ans de ça, puis chaque fois que je la rencontre, elle me parle toujours de ça, puis à chaque fois qu'elle dit qu'elle met sa robe, ben, elle pense à cette trouvaille qu'elle avait faite, puis elle fait ce lien-là avec ses ancêtres, là. Merci, Geneviève. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui aimeraient parler justement par rapport à cette question-là? Moi, j'aimerais ajouter que si on revient avec des ressources naturelles qui nous entourent, le bois, la pierre, la terre, les métaux, puis que de façon générale, on apprenne les métiers d'art aux jeunes à l'école, je ne serais pas surpris qu'il y en ait un pourcentage qui ne souhaite pas s'investir dans la société moderne, puis qui retournent à la terre, tu sais, puis qui soient autonomes à construire leurs abris, à cultiver la terre. Puis pour moi, mais c'est ça la décroissance, puis c'est ça que la science de la forge peut permettre à amener, tu sais. Sans nécessairement que quelqu'un en fasse une spécialité, puis qu'il en fasse un métier, puis qu'il gagne sa vie. Si de façon générale, les gens savent ça, puis qu'ils savent comment faire, je pense qu'on verrait des changements importants. Puis c'est ce que je souhaite qui va se passer là, dans les 50 prochaines années, là, parce qu'on n'a comme plus vraiment le choix anyway. Là, on regarde l'industrie, ce qui nous procure, puis si l'imprimante 3D qui construit des maisons elle tombe en panne, ben tu as 10 ouvriers autour qui ne savent plus quoi faire. Tu regardes la construction des condos dans Griffintown, mais c'est tout de l'assemblage par vis. Tout est préfabriqué en usine, des panneaux avec des trous. C'est comme... ils font des gros Lego virtuels sur un logiciel 3D. Là. Puis maintenant, il n'y a plus de corps de métier là, sur ces tours-là. Ça s'appelle tous des installateurs. Fait que c'est des spécialistes de type de vis par matériau. Fait qu'ils reçoivent des panneaux, puis ils mettent des vis dans les trous, puis ça s'assemble en 2 temps, 3 mouvements. Puis pour moi, ça va être un échec social
parce que les condos, ça vient avec des frais de condo, puis on construit que ça. Puis ces condos-là ne vont pas durer plus que 20 ans avant qu'il y ait besoin de changer toutes les fenêtres extérieures, de refaire le béton. Fait que pour quelqu'un qui pense qu'il investit puis qui s'achète un condo à $1 million à Montréal puis qui est pogné à réemprunter $1 million dans 20 ans pour reconstruire son condo, ce n'est pas un investissement, ça. Ça, c'est une dette à vie où est-ce que tu es obligé de payer ta mensualité tout le temps. Tu sais. Puis, quand les cités vont commencer à tomber, parce que les modes de fabrication sont de plus en plus cheap, comme les outils, on va devoir aller reconstruire à gauche, puis à droite, puis un peu plus loin. Tu sais. Puis, c'est la jeunesse, si on les forme bien, ce qu'ils vont choisir, eux, qu'est-ce qui est responsable écologiquement, puis comme liberté aussi de choix. Tu sais. Que moi, je suis pour un métissage des deux entre la science et ce qu'il y avait de bon anciennement. Tu sais. Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce qu'il y avait d'autres intervenants? Oui, Laura? Tu peux y aller. Par contre, en ce moment, on dirait qu'on ne t'entend pas. Plus fort. Ah oui, parfait. Ça m'arrive. Je n'avais pas encore parlé. Bonsoir à tout le monde. J'ai trouvé, si je peux faire un petit aparté, j'ai trouvé vraiment très touchant et émouvant. Ça fait énormément de sens de voir toutes ces capsules les unes après les autres. Je pense qu'on a tous partagé ça ce soir, mais moi, je suis la seule qui n'a pas vraiment de savoir-faire. Geneviève a quand même une expertise. Moi, j'ai pas de savoir-faire, si ce n'est que j'avais probablement une vision d'allier les savoir-faire avec le futur, de comment on peut s'alimenter, comment on peut vivre en ville ou à la campagne d'ailleurs, mais en tout cas, pour moi, ça faisait pas de sens que de cultiver ces légumes ou de passer juste de temps en nature avec des outils qui proviennent de l'autre bout du monde, qui brisent, qui n'ont pas d'âme, et que justement les savoir-faire ancestraux, le patrimoine comme ça, immatériel, je le trouve tellement important dans le sens où c'est l'âme du forgeron, les outils qu'on va utiliser après font tellement de sens. Et c'est cette histoire-là qu'on doit vraiment défendre. Fait que je suis très fière du travail qui est fait aux forges. Puis j'espère ça fait vraiment du sens, je pense, dans la situation où on est tous en ce moment, de se dire qu'il faut, c'est ça, qu'il faut vraiment merci Dom. J'aurais été perturbée à lire les commentaires. C'est ça qu'il faut vraiment se recentrer sur les savoir-faire, puis aussi, comme je trouve ça triste, justement, on est tous par écran, c'est la façon d'être immatériel. Je pense qu'on est tous ce soir à partager ces valeurs-là. Je pense qu'on peut continuer à vraiment y croire, qu'il y a une façon de se retrouver. Maya me partageait qu'il y avait une idée aux forges de créer un partage d'outils d'agriculture urbaine avec des ateliers devant. C'est quelque chose auquel je crois énormément. Beaucoup de gens en sont en demande. Fait que je parle que de l'agriculture urbaine parce que c'est la passion que j'ai, c'est des choses que moi j'aime et auxquelles je crois. Mais à entendre tous les savoir-faire qui sont sur la table, à entendre moi je baigne plus dans un milieu d'innovation, mais dans l'innovation sociale, hors de la technologie, il y a tout un pan de personnes qui se penchent sur comment on peut être innovant en se ramenant dans le passé. Fait que c'est complètement contradictoire. En même temps, je pense que c'est ça qui fait du sens aujourd'hui. Voilà. Merci, Laura. Puis, tu dis que tu n'as pas de savoir-faire, mais l'agriculture est un des plus vieux métiers humains. Donc, je ne dirais pas tout à fait que tu n'as pas de savoir-faire. Merci beaucoup pour tes commentaires. Oui. Alors, je passerai dans le fond à la question de Frédéric Bastarache-Ouellette, qui a sa main levée depuis un moment. J'ai pas besoin. Comme on dit, tout vient à point à ceux qui savent attendre. Comme on dit, c'est une expression, une maxime qui est absolument applicable à toutes les circonstances. Mais je vais poser la question à Mathieu parce que je l'ai déjà posée dans le passé. Mais je pense que c'est de plus en plus important de se la poser, soit les normes de construction dans la construction à l'heure actuelle. Et on avait parlé, puis j'avais parlé avec Mathieu, puis quand est-ce qu'on va fabriquer un marteau normal? Le fameux marteau normal, c'est celui qui est fait par les techniques de forge traditionnelles. Et c'est ça qui devrait revenir la normalité dans l'industrie de la construction pour la durabilité ainsi que toutes les économies d'échelle qui peuvent être faites à moyen et long terme quand on investit dans ce genre de technique. Et moi, ma question que je me pose, à Montréal, on a beaucoup de patrimoine.
Et compte tenu de l'important patrimoine que nous avons, comment on peut faire en sorte que les forgerons, les tailleurs de pierre, les maçonniers puissent retrouver leur plein potentiel et leur plein potentiel au niveau de l'employabilité pour qu'on puisse lutter contre la dégradation de notre patrimoine. Et moi, je suis plus spécialisé dans le patrimoine industriel, mais juste dans le patrimoine industriel, on a beaucoup d'usines d'époque, ne serait-ce que pour parler de la Dominion Bridge à la Chine, qui a besoin justement des forgerons pour rétablir l'intégrité structurelle de l'immeuble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Forges de Montréal à redevenir la norme dans la société? Ben Fred, écoute, actuellement, les normes de la construction de la CCQ puis des syndicats aident en rien les solutions que nous, on propose. Tu sais. Il y a des cadres extrêmement serrés qui sont mis, par exemple, par la Ville de Montréal sur les appels d'offres publics. Des garanties déraisonnables qui sont demandées à des partenaires, des entrepreneurs qui doivent être payés 100% complet 90 jours après l'exécution des travaux puis après l'inspection de la ville. Sinon, il y a des pénalités, puis ainsi de suite. C'est toujours le plus bas soumissionnaire qui l'emporte. On sait que c'est toujours les mêmes, donc on peut douter que ces gens-là choisissent leur projet puis qu'ils choisissent qui va rentrer au plus bas soumissionnaire. Bref, c'est tellement contingenté, c'est tellement compliqué au niveau de la loi que là, bon, enfin, la CCQ a ouvert les chantiers aux artisans, mais ils ne nous donnent pas une reconnaissance officielle ni nos cartes. On est juste tolérés. Tu as une chance sur 2 d'avoir une amende si tu tombes sur un inspecteur cool. Il faut aller plus loin que ça. C'est par exemple le dossier de la station de la Craig. Le CMAQ propose à la Ville d'en faire un chantier école pour étudier le bâtiment, pour comprendre comment il a été fait, puis ensuite le reconstruire tel qu'il a été fait. Sur un chantier école, tu peux former de la relève parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre dans ces secteurs-là. Puis, je ne crois pas que la Ville va le faire parce que la Ville est trop frileuse au niveau des assurances, au niveau des normes de la CCQ. La CCQ ne veut pas non plus lâcher du lousse par rapport à ça. Donc, c'est comme une mainmise là, sur l'industrie de la construction qui est gouvernementale, fonctionne un petit peu comme une organisation criminelle, là, si je peux dire. Là. Ils fonctionnent dans le même genre de cadre. C'est des ristournes qui se donnent, puis des droits passants qui sont achetables. Puis, je vois pas quand est-ce que nous, on pourrait aller construire de telles maisons, prototypes artisans à moindre coût, durables, 200-300 ans, sur les terres de la couronne. Ils vont nous mettre dehors. Je vais te donner un autre exemple. Il y avait les artisans du Fjord qui faisaient de la maison en bois rond, de pièce sur pièce, de très haute qualité. Ils vendaient ça 50 000 pour une maison. Puis ils venaient l'installer sur une fondation que le client devait se faire sur son terrain. C'est des maisons extrêmement confortables parce que la maison respire, donc elle n'a pas besoin d'une thermopompe. Il y avait juste un foyer de masse au centre. Puis il faisait tellement chaud avec une petite bûche en hiver, puis c'était tellement frais en été que c'est ultra confortable. C'est des façons qu'on a construit des maisons pendant des millénaires là, dans les pays nordiques, puis ça fonctionne très bien. Puis en Suède, en Norvège, en Danemark, ils en font encore des comme ça. Ben, ils ont obligé aux artisans du Fjord d'isoler l'intérieur du bâtiment avec de l'uréthane plus du gyproc pour atteindre les normes de construction sur l'isolation d'un bâtiment. Puis là, ben, ça a doublé le coût des maisons, puis ça a enlevé le cachet intérieur qui est intéressant de voir le pièce sur pièce puis les jeux de structure. Puis ils ont été obligés de fermer puis de faire faillite. Donc ça, c'est l'industrie qui leur ont carrément rentré dedans parce qu'il y a un produit exceptionnel à moindre coût qui sortait pour le public. T'sais. Fait que c'est très compliqué. Puis ça va se faire sur des décennies. Puis c'est les jeunes qui s'ils voient ça, puis que ces jeunes-là vont en politique, qui vont avoir la conscience déjà depuis leur tout jeune âge qu'il faut changer les choses, qui, eux, vont vraiment aller en politique pour changer les choses comme elles doivent être changées. T'sais. Mais ça ne se fera pas demain matin. Là.
Puis, Je vais poser une question en additionnel, parce que là, on a une conseillère municipale avec nous qui est une conseillère que je considère exceptionnelle à Montréal, en l'occurrence, Mme Sigouin. En entendant tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui est possible à se faire à la Ville de Montréal pour favoriser le retour des métiers traditionnels sur le territoire de notre métropole? Ben, les choses à faire ont été identifiées et proposées. Après ça, on se bute un peu à la rigidité de l'appareil municipal, là, je vous dirais. Mathieu a raison de dire que ça va demander beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, une culture administrative au sein de l'appareil municipal qui va peu à peu changer au fil des générations qui vont se succéder. C'est pas faute de savoir quoi faire. C'est vraiment, c'est ça. Je peux difficilement aller plus loin que ça, là, mais actuellement, on se bute à la rigidité du système, à la complexité des processus actuels. Si on parle juste du processus d'appel d'offres, par exemple, on saurait quoi faire pour faire plus de place aux artisans sur les chantiers de la ville, par exemple. Mais dans certains cas, on arrive à trouver une porte, une ouverture. Je peux donner en exemple le chantier de restauration de l'Hôtel de Ville de Montréal, où toutes les fenêtres vont être refaites à l'identique par des artisans, par une entreprise qui est opérée par des artisans. Et les coûts ont été révisés en conséquence, et puis les procédures également. On a pu le faire dans ce cas-là. C'est le chantier qui se voulait le plus exemplaire là, à la Ville de Montréal et de grande envergure aussi. Est-ce qu'on pourrait le faire pour d'autres projets à d'autres échelles? Peut-être que ça aura créé un précédent, on peut l'espérer. Merci beaucoup pour vos précieuses réponses, c'est extrêmement apprécié. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question... Sanctionné par le chat de Mathieu. On reconnaît son miaulement à force d'avoir des réunions en Zoom. Hein? Oui. Donc, on a une prochaine question de Jill qui était dans la conversation écrite. Donc, la question est adressée à tous les intervenants des capsules. Donc, encore une fois, Romain, Alex, Jérémy, Yvan, etc. La question est, est-ce que vous avez facilement accès à une matière première qui respecte vos techniques et votre patrimoine ancestral, ou est-ce que c'est un challenge dans certains cas? Par exemple, trouver le bon métal comme c'était fait dans le temps. Donc, la question peut s'adresser à tout le monde, dépendamment du matériau. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui seraient intéressés à répondre à cette question-là. Je vais bien répondre. Dans le fond, ça va aller un petit peu dans le même sens que ce qu'il a dit. La matière première, c'est pas tellement un problème, je trouve, à avoir. Mettons, pour avoir du fer ancien, on peut toujours recycler des vieux bandages de charrette, dépendamment c'est quoi la quantité qu'on a. Puis aussi, certains fournisseurs en Angleterre, si je me souviens bien, qu'on en a pour des énormes chantiers. Si je veux me faire des outils, je peux recycler un petit peu n'importe quoi, des pièces de voiture ou de machines industrielles, par exemple. Le vrai défi dans tout ça, c'est de rééduquer la population et d'essayer de faire comprendre c'est quoi l'importance d'utiliser les matières d'autrefois et pourquoi est-ce que moi, le marteau, par exemple, que je vais faire va être meilleur qu'un marteau qui va être fait en industrie. Parce que, mettons, on a un très bon exemple au Québec. Il faut vraiment essayer de passer plus à long terme, je pense. Parce qu'au Québec, mettons, nos routes, c'est un super bel exemple. On prend tout ce qui est moins cher, ben ouais, c'est même beau, on fait des économies, mais au bout de la ligne, c'est tout le temps à refaire. Merci, Jérémy. Je crois que Romain, tu t'étais apprêté à parler aussi. Je ne sais pas si tu voulais répondre. Nous, au niveau des matériaux, oui, pour moi, c'est un problème, c'est un questionnement permanent parce que moi, je suis de la ferronnerie, fait que c'est toujours des objets qui peuvent être assez monumentaux, gros portails de style ou des choses comme ça. Et c'est sûr que c'est très difficile pour moi du moins la récupération, j'en fais pour me faire mes outils, pour faire certains outils, etc. Oui, bien sûr, pour mes outils avec lesquels je travaille tous les jours. Mais pour faire l'ouvrage, c'est très compliqué. Fait que ça reste que
il faut quand même que je commande des aciers assez modernes pour faire mes travaux, en utilisant des techniques anciennes. Fait que c'est un questionnement permanent, puis j'ai pas vraiment de solution. Là, actuellement, je travaille sur un bâtiment patrimonial à Montréal, la Maison Berthelet. Puis, bon, là, ça me prenait des fers anciens. Fait que là, il a fallu que je commande, mais je peux pas me mettre à passer du temps à aller chercher, fouiller partout, parce que ça se paye, je gagne ma vie. Je suis pas une OBNL, moi, je suis en activité. Fait que forcément, à un moment donné, j'ai pas le choix de commander mes fers ou mes aciers quelque part. Puis pour ce projet-là, ben, j'ai dû commander d'une compagnie en Angleterre qui en fait encore donc des vieux fers en récupérant, etc. Ils recompactent tout ça, ils relaminent, ils refont des barres. Mais c'est plus cher, c'est loin, c'est ailleurs et c'est très long à avoir. Donc moi, en termes de ferronnier, donc de métier qui gagne sa vie, ouais, si c'est une problématique d'aller chercher du matériau ancien. C'est compliqué. Moi, j'aimerais compléter avec... on pourrait remettre en fonction les forges Saint-Maurice puis refaire du vieux fer local si l'intérêt y était. Puis on serait probablement capable de le faire à moindre coût de ce qu'on paye quand on le fait venir d'Angleterre. Ça, c'est pour aller au-delà des quantités recyclables qu'on est encore capable de recycler. Mais le point que je veux faire, c'est qu'on aurait intérêt aussi encore aux Forges Saint-Maurice, il y a les carrières de limestone avec laquelle on fait de la chaux vive. Ben, si on se remettait à faire de la chaux vive, on pourrait recommencer à faire les mortiers comme anciennement. Mais là, c'est toujours la question de est-ce que c'est permis d'utiliser la chaux vive? C'est comme le plomb dans les peintures et ainsi de suite. Ben, en réalité, ça donne des bien meilleurs résultats quand on met de la chaux vive dans le mortier. Tu sais. Puis on a un problème. De la chaux. Ouais. De la chaux, oui. Ouais, rarement vive dans le mortier. Bon. En tout cas, vas-y, Alex. Parle-nous de chaux. Ouais, mais c'est vrai, c'est parce que justement, c'est un des points. Tu parles de chaud, c'est sûr que là, mais c'est vrai que c'est un des points qui est très important dans la restauration de maçonnerie parce que c'était très utilisé avant et c'est devenu extrêmement dur de retrouver la chaux qui convient à la maçonnerie. Il y en a, disons que souvent, on l'a fait venir à grands frais d'Europe ou de France en tout cas. Et c'est vrai qu'en avoir, ça serait indispensable. Au niveau de la fourniture de matériel, de pierre, au Québec, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la pierre qui est venue d'un peu partout au Québec. Il y en a qui venaient des États-Unis, mais il y en a beaucoup aussi qui venaient, bon, évidemment, la pierre grise de Montréal qu'on peut voir, ça, c'était des carrières locales qui sont maintenant fermées. Mais il y a aussi de la pierre qui venait d'Europe, et notamment une qui est assez connue à Montréal, qui est la pierre rouge, le grès rouge, qui venait d'Écosse, qui servait de lest pour les bateaux anglais qui venaient à vide. Et donc, ça, c'est sûr que c'est plus compliqué d'en avoir. Mais sinon, les ressources existent encore et on est capable de s'approvisionner encore en pierre. Ouais, c'est possible. Merci. Il faudrait planter des arbres pour qu'ils deviennent matures dans 500 ans, pour qu'on ait des gros arbres pour faire des grosses poutres. Ouais. Il faudrait remettre la fabrication de chaux locale, la fabrication de vieux fer. Puis tranquillement, on reprend le contrôle sur la nature, puis on l'aide à être saine, puis on fait, c'est toute l'énergie renouvelable. Là. À chaque fois qu'on coupe un arbre, on en plante un autre, puis on a des bons matériaux sains, puis on a des arbres qui purifient l'air, puis ça prend plus de temps à construire, donc il y a moins de déchets puis de produits toxiques qui n'ont pas rapport. Puis, bref, moi, je vois très bien les métiers traditionnels. Si ça pouvait revenir à la une, puis que tout le monde soit porteur de ces savoirs-là sans en faire un métier, je suis convaincu que sur une période de 500 ans, on pourrait remettre la planète dans un sacré bon état, puis de vivre dans des qualités de vie très, très agréables aussi, parce qu'on passerait notre temps à cultiver nos légumes, puis
C'est ça. C'est ça que je pense. Merci beaucoup. Jill dit merci beaucoup pour les réponses à sa question. Excusez-moi, le chat a bougé pendant que je disais. Elle dit on aurait sûrement intérêt, en effet, aussi à éduquer la population à récupérer, mettre de côté les matériaux intéressants pour les métiers d'art traditionnels. Donc oui, en effet, on a tout intérêt à faire ça. Puis moi, j'avais une question en fait à vous poser pour un peu alimenter ça, justement. C'est pas tout le monde qui est au courant. Donc, qu'est-ce que ça fait en fait la différence entre justement utiliser du vieux fer ou du fer moderne pour les forgerons ou pour Alex? Qu'est-ce que ça fait comme différence les matériaux anciens versus les matériaux modernes? Pourquoi c'est important pour les artisans de revoir les matériaux de l'époque? Je peux parler du fer rapidement. Le fer, c'est bon, c'est minéral, puis c'est un développement cristallin. Donc, il y a une géométrie dans sa structure qu'on retrouve à l'état naturel, à l'état minéral, en fait, dans la roche. Les fers actuels qui sont transformés en hauts fourneaux, donc il y a une forme de récupération, c'est bien parce qu'ils remettent des voitures là-dedans, etc., etc. Sauf que le cristal de fer est complètement dénaturé. Donc cet acier ou fer, cet acier en fait, n'est plus stable dans son environnement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il veut faire en fait l'acier? Il veut redevenir de la pierre ou retourner à la terre. C'est pour ça qu'il rouille. La rouille, c'est sain en fait. C'est juste le fer qui veut retourner à son état d'oxyde stable. Alors que les fers anciens qui étaient faits en réduction directe, on partait de la pierre puis on en faisait du fer directement. Donc le cristal de fer est sain. Et les vieux fers, on en voit, oui, ils se corrodent un petit peu, mais ils sont encore présents. Un fer moderne, il va rouiller en feuilles jusqu'à casser, alors que les fers anciens, ils se font une petite couche de surface, ils vont s'égrener un petit peu, tous les minéraux qui vont partir un petit peu, on voit un fibrage un petit peu sur les vieux fers. Mais il reste présent parce qu'il est stable dans son environnement. Donc les vieux fers ont beaucoup plus de longévité que les fers et aciers modernes, en fait, tout simplement. Merci Romain. Ça explique très bien. Oui. Donc, c'est pour ça qu'avec une poignée de charbon, si on utilise le vieux fer pour faire un outil, l'outil est plus que centenaire. Il va durer 4, 5, 600 ans. On peut le rechausser avec une lame en acier à n'importe quel moment. Donc, il peut avoir une seconde vie, une troisième vie, un outil qui peut durer pendant 1000 ans avec une simple poignée de charbon. Donc, c'est beaucoup plus écologique que les paquebots qui amènent des déchets pour les supermarchés qui vendent des outils qui sont désuets, même sur les tablettes. Puis voilà, donc en retournant au local, en faisant notre production avec un fer impur, ben, on se retrouve à faire des objets qui durent dans le temps, puis en plus, ils sont adaptés aux besoins de la communauté locale. Puis, il y a ça aussi, c'est ce qu'on reçoit comme outil, qu'on voit sur la tablette des grandes quincailleries. Ils ne sont pas adaptés à rien, ils sont juste design beaux pour être vendus avec un manche en plastique orange. Puis le monde tripe parce que ça fait cartoon, tu sais, mais tu utilises ça, puis l'ergonomie n'est pas bonne, ça ne fait pas bien son travail, ça brise facilement, ce qui fait que tu vas racheter 10 haches dans ta vie si tu en as besoin, puis si tu en avais une bonne, ben, tu la donnerais à ton petit-fils. C'est ça la partie éco-responsable que les forges prônent. Puis, pour continuer sur ce que tu dis, nous, en taille de pierre, on utilise depuis plusieurs décennies, il y a les outils avec des pastilles en tungstène. Les bouts sont au carbure de tungstène c'est plus des outils en fer forgé. Sauf que maintenant, on est plusieurs tailleurs de pierre à revenir aux outils en fer forgé. Parce que les outils avec des pastilles de tungstène, ils sont quasiment à usage unique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a usés, on peut les affûter, mais si la pastille de tungstène brise, comme ça peut arriver, l'outil est foutu. Et donc, faut le jeter. Alors qu'un outil en fer forgé, ça peut briser. D'abord, c'est plus facile à affûter. Et la deuxième chose, c'est que quand il brise, je peux l'amener comme la pointe que j'ai amenée à Mathieu, puis il me l'a reforgée. Puis la pointe, je l'ai encore et je sais que je vais l'utiliser encore un bon bout de temps, là.
Exactement. Merci beaucoup. Dominique a posé une question dans le chat aussi. Est-ce qu'il y a déjà eu un atelier ou démonstration sur la fabrication de la loupe de fer, telle que présentée au début de la première capsule, dans un bas fourneau? Mathieu, il me semble que ça a déjà eu lieu aux forges. Est-ce que tu peux confirmer? En 2012, on a fait le processus inverse, en fait. On l'a fait dans un haut fourneau. Le but était d'obtenir de la fonte blanche qui ensuite est décarburisée pour obtenir un acier à teneur au carbone voulu. Ça se fait dans les deux sens. Dans un bas fourneau, on va obtenir un fer à très peu de taux de carbone, donc ça ne fait pas de l'acier pour les parties travaillantes de l'outil, mais on peut rajouter du carbone dans le matériau par un processus inverse. Donc, peu importe lequel processus tu choisis, tu vas arriver à tes fins à avoir un fer pur ou un acier à taux de carbone désiré. Donc, c'est ça qui est génial. Tu peux récupérer de la fonte, tu peux faire fonte à fonte, la décarburiser et obtenir un acier. C'est ce que les Japonais ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont réquisitionné toutes les théières en fonte. Ils ont fait fondre, ils ont refait de l'acier, puis ils ont refait de l'armement avec. Donc, en récupérant, peu importe ce que c'est comme métaux, on peut les récupérer, on peut les refondre, on peut les retransformer, on peut les retravailler. Puis c'est plus souvent, si on le fait de façon artisanale et calculée pour nos besoins, c'est beaucoup moins dommageable qu'envoyer tout ce qu'un pays a à la Chine pour que la Chine le transforme à des proportions industrielles monstres pour nous retourner des matières supposément saines. On ne peut pas construire un bâtiment au Canada si le fer n'a pas été fait au Canada et roulé par un moulin canadien. Donc, on n'acceptera jamais un fer de récupération qui vient de Chine pour faire des bâtiments antisismiques. Fait que c'est contrôlé, ça aussi. Là. Il y a différentes qualités dans les aciers et les fers qui sont faits. Puis, ben voilà. Donc, la raison, c'est qu'un fer moderne va se détériorer très rapidement parce qu'il est dénaturé puis il souhaite retourner à son état naturel. Contrairement à... Puis, on pourrait faire aussi, à sens inverse, on pourrait utiliser le procédé Bessner, qui est de faire un fer pur à 99,9 en soupe dans un bol liquide, puis d'y ajouter les résidus terreux à 30-40 % puis d'y laminer des bords. Puis ça ferait des barres de fer impur à 30 % qui seraient à moindre coût, puis qui donneraient des résultats de grande longévité. T'sais. Puis la Tour Eiffel, elle va rester là longtemps à cause que c'est du vieux fer. T'sais. Puis Eiffel le savait. Il était très prudent comme ingénieur. C'était un amoureux du fer pudelé, je crois, Eiffel. Exactement. Il ne jurait que par ça. Merci. Moi, j'ai appris quelque chose récemment. Un de mes étudiants, on a commencé la conversation. T'sais, on parlait de c'était quoi l'acier, le fer avant, comment il est fabriqué. Là. Donc, on parlait de bas fourneaux, puis qu'est-ce qu'ils faisaient en Scandinavie. Là. Donc, eux autres, ce qu'ils avaient disponible, c'est du bog iron ou du fer de marais. Puis, ce que je ne savais pas, puis ce que lui me dit, c'est que c'est une source renouvelable. Dans le fond, à cause des plantes, puis l'environnement que ça a, la manière que l'eau s'accumule, ben, si tu laisses le marais sans y toucher pendant une dizaine d'années, là, tu y reviens, tu checkes encore s'il y a du nouveau fer qui est là, ben, il va en avoir. Donc, en théorie, même le fer, le bog iron, là, qui est une matière première, ça pourrait... c'est sustainable. Puis là, j'ai fouillé un petit peu. Les Vikings, quand ils sont venus au Anso Meadows, ben, ils ont fait... ils ont pêché pour le même genre de minerai. Là. Donc, en théorie, ça existe encore du vieux fer en forme d'oxyde dans des marais au Canada, puis c'est renouvelable. Fait que ça vaudrait peut-être la peine de fouiller un peu plus, puis comme voir ça se fait-tu, on peut-tu essayer d'empoigner et d'en réduire.
Ah, il y en a. Je C'est serais, de moi, je la, serais curieux. de la limonite, en fait, probablement, là, le terme en français. Puis souvent, Ouais. on en voit, même moi, comme tu dis, tu sais, dans les marais, des fois, on voit dans les marais une espèce d'eau très orange fluo, là. Mhm. Et normalement, c'est signe que quelques pieds en dessous, il y a de la limonite. Fait que, ouais, il y en a. Ici, il y a beaucoup de magnétite, qui est comme un des minerais de fer, le seul, en fait, qui est détectable à l'aimant, là. Mais oui, apparemment, il y a aussi pas mal de limonite. Puis par rapport à ça, les forges Saint-Maurice, là, ils étaient exemplaires parce qu'il y avait du bug iron, comme tu dis, Ivan. Puis il creusait pas tout le temps au même endroit pour faire comme des coupes à blanc puis que c'est plus renouvelable. Justement, il allait en prendre un peu à tel endroit. Puis après ça, pendant 10 ans, il allait ailleurs. Puis il faisait la même chose. Les autres utilisaient beaucoup d'arbres jeunes, pas matures, d'environ 4 pouces de diamètre pour faire leur charbon de bois. Puis, ils faisaient de la coupe sélective, puis ils faisaient du replantage, puis toute leur énergie était renouvelable pendant les 170 ans qu'ils ont opéré. Ils n'ont jamais manqué de matériel, justement parce qu'ils pensaient au renouvelable. C'était pas on prend tout, on creuse un immense trou, puis après ça, il n'y a plus rien, on s'en va. Comme c'est la mentalité partout dans notre Grand Nord qu'on vend aux Chinois, là, puis qui viennent faire des trous, puis qu'après ça, ils nous laissent des carrières vides. Fait que faut pas penser que les anciens avaient pas cette notion-là de. Ils voulaient pas aller toujours plus loin chercher le stock. Là. Ils voulaient toujours que localement, sur place, il y ait ce qu'il y ait besoin pour alimenter une aciérie. Tu sais. Fait que voilà, c'est possible de revenir avec des énergies renouvelables en faisant pousser le bois, en calculant la foresterie, en replantant, puis en laissant justement les minerais se refaire, se redéposer. Prendre ce qu'on a besoin et pas plus, puis faire de la récupération au maximum. Tu sais, je retrouve beaucoup d'objets anciens Nouvelle-France, des outils qui ont eu 3 vies. Là. C'est une hache qui s'est faite rabouter un bout de fer qui est devenu un départoir, puis le départoir qui a été transformé en une serpe à la fin, tu sais. C'était ça aussi, les paysans, il y avait un outil, puis il n'y avait pas assez de métal, mais ils amenaient au forgeron qu'est-ce qu'il y avait. Puis le forgeron partait de ça pour faire l'outil dont il avait besoin, tu sais, parce qu'il n'y en avait pas 2 outils, il y en avait un. Ça, c'est aussi l'ingénierie et la débrouillardise quand il y a pénurie de matière, mais c'est toujours, on peut recycler les outils existants pour les transformer en ceux qu'on a besoin. Tu sais. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions, justement, sur n'importe quel sujet, ou est-ce que les intervenants voudraient ajouter quelque chose? Pas de nouvelles questions. Je crois que dans ce cas-là, il est 9 heures. Donc, on a quand même passé 3 heures tout le monde ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents, tout le monde. Je ne sais pas si les intervenants veulent dire un petit mot de la fin, mais sinon, moi, je tiens juste à vous remercier d'avoir été là. Comme je l'ai dit au début, c'est un projet sur lequel on travaille depuis plus d'1 an. Donc, on est vraiment heureux et fiers d'avoir pu le présenter ce soir publiquement, même si ce n'était pas en personne à cause de la COVID. C'était quand même un très bel événement. Je crois qu'il y a un succès aussi avoir votre participation. Ça nous fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et je veux encore une fois remercier la Ville de Montréal, Anne-Marie Sigouin, le gouvernement du Québec, chacun de nos intervenants et l'équipe de tournage, donc Serge Bertrand et Benjamin Cadieux. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, je les invite à le faire. Juste dire un gros merci à tout le monde. C'était super intéressant, comme d'habitude. Puis, c'est pas la dernière, c'est sûr. On va se reparler bientôt. Mais là, ce n'est que l'introduction. Là. On n'a pas encore fait le développement ni la conclusion. Là. Donc, on s'entend qu'on en a pour plusieurs décennies là, de plaisir. Là. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on souhaite. Merci à vous pour l'invitation et pour le bon travail des forges. Longue vie. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci à toute l'équipe des Forges.
Merci. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Soirée. Merci, à la prochaine. Merci. Salut. Merci, bonsoir. Merci Au beaucoup. revoir.